fais des fanzines depuis à peu près une trentaine d'années. J'ai commencé vers 88 sur Nantes, faire un fanzine qui s'appelait The Gossip. Puis ensuite j'ai enchaîné sur des magazines comme Trampo-Mag, et puis d'autres fanzines, Pulse par exemple. Et puis ensuite j'ai fait des fanzines littéraires, des fanzines sur les fanzines. Et donc depuis une dizaine d'années je m'intéresse un petit peu à ce milieu en essayant d'y porter un regard un peu réflexif et puis de décortiquer un petit peu les pratiques des fanzineurs. Alors le fanzine, c'est un journal amateur, c'est une autopublication qui est faite souvent avec les moyens du bord. Donc la conséquence, c'est que la parution est souvent aléatoire. La mise en page va être totalement hors norme par rapport à ce qu'on pourrait appeler les normes médiatiques, les normes des magazines professionnels, commerciaux. Et du coup, la pratique qui permet de créer ces fanzines, c'est le do-it-yourself, DIY, qui est plus un processus d'autodétermination, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire avec les moyens du bord, sans se soucier finalement de la qualité du résultat final. Et c'est à la fois une force et une faiblesse du fanzina. Alors une force parce que ça demande peu de moyens au départ pour démarrer, et puis une faiblesse parce que très vite on va se rendre compte que les limitations c'est la pérennité du média qui est créé, et puis également le fait que leur impact médiatique est souvent limité. Le fanzine en tant que magazine de fans, en fait, c'est assez ancien, ça naît dans les années 1930 aux États-Unis dans le domaine de la science-fiction. Et puis ça va se développer dans ce domaine-là tout d'abord, et après la Seconde Guerre mondiale, ça va commencer à essaimer dans d'autres niches culturelles, et notamment avec le rock and roll, qui va naître au milieu des années 50. On voit apparaître les premiers fan clubs, et puis les publications de ces fan clubs qui sont à proprement parler des fanzines. Ensuite, ça se développe en dehors du côté fanzine, magazine de fans, ça se développe en tant que zine au sein de la Beat Generation, avec pas mal d'auteurs qui n'arrivent pas à trouver d'éditeurs pour publier leurs œuvres, et qui donc vont auto-éditer leur propre zine. Mais le vrai, on va dire, développement, l'étincelle qui a mis le feu au baril de poudre fanzine, c'est évidemment le mouvement punk, milieu des années 70, où là on va avoir la conjugaison entre des conjonctures philosophiques, le côté punk, DIY, et en même temps une conjoncture technologique, c'est la démocratisation du photocopieur, le fait que au bureau on trouve un photocopieur en accès libre, et donc le soir, le week-end, on peut venir photocopier son fanzine en noir et blanc. Il n'est pas très beau, il est de mauvaise qualité, mais en même temps c'est en accord avec l'esthétique punk, et là c'est vraiment le mouvement punk qui va évangéliser la planète avec ses productions de fanzines bas de gamme, qui ensuite vont être dupliquées dans le football, la cuisine, enfin on a des fanzines sur à peu près tout maintenant. L'émergence du fanzine DIY, ça s'inscrit dans ce processus, on va dire, d'autodétermination et d'émancipation en fait des personnes qui n'ont pas accès aux médias dominants, des personnes lambda qui n'ont pas forcément des talents d'écriture non plus, et qui vont apprendre sur le tas à travers leurs propres publications, et parfois le fanzine a une fonction sociale de tremplin professionnel. On le voit notamment dans les publications culturelles, le journaliste musical, pour la plupart d'entre eux, ont commencé à travers le fanzina, et c'est comme ça qu'ils ont fait leurs armes, c'est comme ça qu'ils ont acquis une certaine légitimité à pouvoir interviewer des groupes, chroniquer des disques, et puis ensuite ils sont rentrés dans le circuit privé, commercial, mais c'est aussi le cas dans la bande dessinée, où la plupart des auteurs de BD ont commencé à travers le fanzine. Donc je dirais d'abord un tremplin social, mais aussi c'est un média ou un objet culturel qui permet de sociabiliser les gens, de créer du lien social qui n'est pas virtuel, qui n'est pas numérique, qui est concret, des échanges d'idées autour d'un projet fédérateur et qui demande peu de moyens pour être développé. Donc il y a plein d'autres fonctions, mais en tout cas les principales c'est ça, sociabilisation et puis tremplin professionnel.
pour les groupes, pour les scènes, évidemment, pour soutenir les scènes, et notamment les scènes alternatives. Le fanzine est quelque chose d'essentiel. Alors ça, c'est en France, c'est évidemment le rock alternatif des années 80 qui nous l'a démontré dans toute la mouvance Beru, Bondage, Boucherie, tous les fanzines de rock alternatif ont été là pour soutenir la scène. Mais ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir des fanzines qui sont dédiés à des stars genre Kanye West ou Taylor Swift. Donc là, le fanzine, il n'a pas franchement un rôle dans le soutien, on va dire, de l'artiste, mais en tout cas, il a un rôle dans la fédération et l'expression des fans, qui vont trouver que ces superstars hyper médiatisés sont médiatisés à travers simplement les potins, les ragots, et puis ils ont l'impression en tant que fans d'un artiste qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond dans l'artiste qu'ils aiment, donc ils vont le défendre à travers des micro-publications que s'échangent les fans de ces artistes. Alors, un fanzine qui, moi, m'a marqué, c'est Bordel 666. Alors, c'est un fanzine nantais qui est paru en 1984. Il y a juste eu un numéro 0. Il se trouve que c'est le premier fanzine que j'ai acheté chez Fuzzdisk, dans l'arrière-boutique qui était tenue par Laurent Allinger, boutique d'occasion. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le fanzine punk. Et donc, ça a été vraiment un choc esthétique qui m'a donné envie de faire d'autres fanzines par la suite, parce que c'était quelque chose finalement d'assez rudimentaire, facile à faire en apparence, et donc ça a été quelque chose de déclencheur. Après, dans ma pratique des fanzines, il y en a beaucoup. Vous avez un fanzine comme Rat Party, par exemple, qui est publié par Stéphane Delevac à Paris depuis à peu près 1991, qui est en fait ce qu'on appelle un perzine, personal zine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se met en scène dans son fanzine, il raconte sa vie, mais surtout il raconte ses soirées, ses concerts, ses chroniques de disques, et donc en fait il va décrire à travers son prisme personnel l'évolution d'une scène, notamment la scène punk hardcore parisienne, et surtout ce qui est formidable dans ce fanzine, c'est que, on peut le voir, c'est écrit tout petit, mais c'est écrit entièrement à la main, au rotring, donc c'est un travail assez hallucinant. On peut se dire à lire ça doit être compliqué, mais en fait c'est tellement passionnant du point de vue littéraire que ça se lit très facilement, et puis il y a aussi un traitement des photographies qui est un peu particulier, donc ça c'est un fanzine qui existe, vous voyez, depuis plus de 20 ans, qui vraiment m'a marqué. Après il y a d'autres fanzines comme Punk Planet, qui a démarré sous forme d'un fanzine noir et blanc avec un papier de mauvaise qualité, puis qui petit à petit s'est imposé comme un magazine de fond, de réflexion presque philosophique dans la scène punk, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a duré à peu près une quinzaine d'années. Et puis d'autres fanzines, c'est New Wave par exemple, le fanzine français de Patrice Hersant, qui a eu un rôle vraiment important dans les années 80 et début des années 90 dans la diffusion des cultures alternatives dans les scènes musicales françaises. J'écoute Igor, le dernier album d'Igor, j'attends le prochain, donc Alléluia il s'appelle, donc là je conseille particulièrement, un style un peu indéfinissable, mélangeant métal extrême et puis musique baroque on va dire, mais avec une subtilité assez inédite.